Salutations chaleureuses à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà, ravi de nous retrouver sur le plateau de Frika TV dans le cadre de l'émission Panafricanisme 101. Panafricanisme 101 en ce jour parcourt tour à tour les sentiers maliens et burundais pour parler des manifestations dans les rues de Bamako et des dessous de la mort du président Pierre Nkurunziza. Avant de commencer, nous allons dire qu'une succession d'événements au Mali. Depuis le 5 juin, d'abord la mort d'Abdel Malek Drakal, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui marque un coup symbolique fort porté par la France à travers son opération Barkhane dans la guerre au Sahel. La force française anti-djihadiste telle que l'a annoncé Florence Parly, la ministre française des armées, forte de plus de 5000 militaires, multiplie ces derniers mois les offensives au Sahel pour tenter d'enrayer la spirale de violence qui, mêlée à des conflits intercommunautaires, ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso l'an dernier, 5 fois plus qu'en 2016 selon l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé avoir apporté leur aide dans l'élimination du grand nombre d'Al-Qaïda à travers les renseignements dont ils ont la charge d'environ 50%. Par la suite, le grand chef religieux l'imam Mahmoud Dicko, converti à la politique depuis qu'il a lancé en septembre 2019 la structure de coordination des mouvements, associations et sympathisants. Dans sa démonstration de force, des milliers de manifestants ont bravé le risque de contamination au coronavirus pour réclamer le départ ou mieux encore la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, répondant ainsi à l'appel de cette figure religieuse sur les pancartes dans les rues de Bamako. Il dénonce la présence au pouvoir de ce dernier depuis 2013, la détention de l'ex-premier ministre et opposant Soumaïla Cissé depuis 2013, mais aussi la bonne gouvernance, le vol et bien d'autres mots. Voilà, retour sur ce plateau. Comme nous l'avons annoncé, nous allons parcourir tour à tour les sentiers maliens pour comprendre pourquoi la colère dans les rues de Bamako. Mais pour en parler, nous recevons sur ce plateau Michael Yumbi, un politologue qui est avec nous ce soir. Bonsoir Michael. Bonsoir madame, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois d'apporter ma modeste contribution dans les échanges. Question d'essayer d'édifier un peu nos téléspectateurs et la population camerounaise, voire africaine en général. Merci. Alors avant de commencer cette émission, si vous le permettez, je voudrais profiter de saisir l'occasion pour rendre hommage à l'un de nos enseignants, l'un de mes enseignants, le docteur Bobine Kake, qui s'en est allé. C'est pour vous dire que la pandémie qui sévit à l'heure est une réalité, malheureusement. Il s'en est allé, comme je l'ai souligné. Je garde de lui le souvenir d'un homme humble, d'un enseignant dévoué qui savait transmettre. C'est l'occasion pour moi d'interpeller chacun de prendre au sérieux les mesures prescrites par l'OMS et le gouvernement parce que la Covid-19 est une réalité. Merci madame. Merci monsieur Yumbi. Merci pour votre présence sur ce plateau. Ensemble également, nous vous accompagnons dans votre tristesse. Merci. On va commencer. L'opération Barkhane semble cette fois être salutaire pour l'Afrique, surtout au Mali où nous avons vu les prouesses de l'armée française. Alors que cache cette collaboration France-États-Unis? La collaboration France-États-Unis dans la perspective de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel s'inscrit dans la dynamique de la construction de la suprématie du bloc occidental. Parce que vous avez vu, la présence américaine dans le Sahel remonte à partir de l'opération proprement dite dans la prise de la Libye. On avait nommé, permettez-moi d'oublier malheureusement la dénomination de cette opération, mais comme je le soulignais, c'est une opération qui, dès le départ, commençait de l'Algérie, qui avait pour mission de créer un espace américain dans le Sahel. Et dans cet espace, l'Amérique devrait pouvoir, dans une perspective géopolitique, vous allez comprendre, pouvoir intervenir dans l'ensemble des pays du Sahel et certains pays du Maghreb. On a donc vu que cette base qui a été implantée à la suite des multiples bases américaines implantées à travers le monde
après celle de l'Asie, notamment au Moyen-Orient, on est revenu avec la base américaine en Afrique et plus précisément celle autour du Sahel qui arrive jusqu'en Algérie et un côté autant pour moi de la Tunisie, voire même une côte de la Libye. Donc la collaboration française s'inscrit dans le fait que les États-Unis et la France sont des partenaires dans une certaine perspective. Et comme vous pouvez le comprendre, dans le partage géopolitique du monde, on a constaté que pendant la guerre froide, les États-Unis s'intéressaient, avaient laissé un tout petit peu l'Afrique à la France. C'est à l'issue de la fin de la guerre froide, puisque pendant la guerre froide, les États-Unis étaient plus préoccupés par leur influence ou alors leur rivalité avec la Russie. C'est à l'issue de cela qu'on a constaté un réel redéploiement de l'Amérique en Afrique, notamment avec les bases militaires. Il était donc plus que normal aujourd'hui d'assister à une certaine collaboration franco-américaine dans le Sahel. Parce qu'il est clair que l'Amérique, il est clair, comme je le soulignais, que la France ne peut pas aller contre l'Amérique dans une perspective géopolitique en Afrique, malgré, comme je le relevais, que dans le partage géopolitique du monde entre les puissances occidentales, on observe un tout petit peu que l'Afrique avait été plus ou moins laissée à la France. Le Moyen-Orient et l'Asie étaient considérés comme le bastion américain. Et sauf que avec les mutations du système international, les changements et les conjonctures, on observe un redéploiement des États-Unis et d'autres puissances. Et quand on parle de redéploiement, la base militaire dans une perspective géostratégique s'inscrit comme une plus-value. Il y avait donc nécessité, plus que les États-Unis sont aujourd'hui intéressés au Sahel, à l'Afrique, et ont une base militaire, la présence Barkhane, la force Barkhane coordonnée par la France au Sahel et plus précisément au nord du Mali était aussi compréhensive, d'où la nécessité d'une collaboration, étant donné que réellement la France n'est que dans une perspective des relations internationales. La France peut être considérée comme petit frère des États-Unis. À chaque fois que l'Amérique vient, soit il y a une collaboration, on ne peut pas avoir un affront direct entre la France et l'Amérique. Ça, ce n'est pas encore envisageable. Donc, c'est une réconfiguration de la scène internationale qui oblige aujourd'hui à la France de partager ses positions de domination en Afrique avec son tuteur, les États-Unis d'Amérique. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut penser avec le décès d'Abdelmadel Dvoukal que le terrorisme est en train de prendre sa fin dans le Sahel? Parce qu'il semble être le cerveau du groupe. Ce serait mal connaître les organisations terroristes. Les organisations terroristes, malheureusement, ne sont pas figées sur l'individu. Parce que si on avait cette perspective, la fin de la mort de Ben Laden aurait sonné ou alors déclaré la fin de Al-Qaïda. Mais nous avons vu que malgré le décès de Oussama Ben Laden, qui était considéré comme la figure de proue de l'organisation Al-Qaïda, cette organisation continue aujourd'hui, malgré qu'elle est un peu réduite, elle continue, d'où vous comprenez son nouveau redéploiement dans certaines parties de l'Afrique. Donc pour moi, il est un peu, a priori, il serait, je vais dire, il serait précipité, voilà, merci pour l'expression, de sonner ou alors de déclarer la fin du terrorisme dans le Sahel, juste parce que l'un des leaders de proue de ces organisations terroristes a été abattu. Mais nous le disons également parce que de l'autre côté de la Libye, il y a le maréchal Khalifa Haftar qui a annoncé qu'il est pour un cessez-le-feu. Le maréchal... Et on pense que cela peut être d'un apport également dans l'évolution du terrorisme du côté du Sahel. Oui, il faut, votre question, votre grille d'analyse
semble plus ou moins pertinente. Elle est pertinente d'abord dans l'aspect où le terrorisme en Afrique et particulièrement au Sahel, jusqu'à la Cône avec la Libye, a été accru du fait du décès de Muammar Kadhafi. Voilà. Oui, avec ce décès de Muammar Kadhafi, on a donc eu en Libye la naissance des groupes contestataires qui contestaient le monopole du pouvoir de l'État central, de l'organisation, du pouvoir de Tripoli reconnu par les Nations Unies. Mais le recul du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est, ne sonne pas la fin. Parce que les organisations terroristes ont ceci de particulier qu'elles peuvent vous aider à vous inscrire dans une lutte. Et dès lors que vous ne servez plus leurs intérêts, elles peuvent se créer un autre leadership. Donc, le recul du maréchal Haftar, lors d'une émission ici, je vous l'avais relevé que c'était prévisible. Cependant, il ne faut pas se fier à ce recul. On recule aussi dans les stratégies militaires pour tromper l'adversaire et mieux se préparer. Donc, le cessez-le-feu participe des stratégies de redéploiement. Pourquoi c'est en ce moment précis que le maréchal Haftar, après avoir essuyé des échecs, il faut relever qu'il a essuyé beaucoup d'échecs dans sa conquête de la capitale Tripoli. C'est à l'issue de ces échecs qu'il a compris qu'il fallait reculer. Et comme je voulais toujours relever, dans la politique, il faut prendre en compte le rapport de force. Le maréchal Haftar a certainement dû constater qu'il n'avait plus le rapport de force nécessaire dans la conquête de la capitale Tripoli. Voilà, et revenir en arrière pour demander le cessez-le-feu peut inscrire cette logique dans une perspective de dialogue, et il y aura donc un certain marchandage entre l'Est et l'homme fort de la capitale qui est reconnu par les Nations Unies. Donc la perspective du maréchal Haftar est plus ou moins à prendre avec beaucoup de pincettes. Merci M. Youmbi pour votre contribution. Alors nous allons écouter ce reportage qui va traiter des manifestations réclamant le départ du leader malien du côté de Bamako. Allons à présent au Mali où la population manifeste pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. 7 ans de pouvoir, ça suffit. C'est ce qui ressort des voix des milliers de Maliens qui hantent les rues de Bamako. La mobilisation répond à l'appel d'une nouvelle alliance ayant à sa tête l'Imam Mamadou Dicko, un mouvement de la société civile pour la sauvegarde de la démocratie qui se lève alors que le pouvoir malien peine à trouver la réponse à la crise sécuritaire et économique que traverse le pays. Par ailleurs, ces derniers réclament également à travers des messages portés sur leur banderole la libération de l'ancien Premier ministre et opposant Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier dans le centre du Mali pendant la campagne pour les élections législatives. Ainsi est le climat que traverse le Mali depuis le vendredi 5 juin, soulevant ainsi les dessous d'une mauvaise gouvernance et d'une démonstration de force entre les régimes d'opposition et le chef de l'État. Voilà, Michael Youmbi, Ibrahim Boubacar Keïta semble être dans de sales draps. D'ailleurs, l'imam Mamadou Dicko l'a menacé des mots en promettant à ce dernier qu'il verra le pire si à jamais il ne quittait pas le pouvoir. Quel est votre commentaire sur ce reportage que nous venons d'observer? Bon, à la suite de votre reportage, je constate qu'au niveau du Mali, il y a plus ou moins une reprise de conscience du pouvoir que le peuple a dans une société, parce que le peuple dans une société, c'est l'institution ultime, l'institution supérieure et le pouvoir absolu. Bon, il faut aussi comprendre l'influence religieuse de l'imam qui mène la contestation, ou alors qui est considéré aujourd'hui comme la figure de mire de cette revendication populaire au Mali. Il va sans dire aussi que le fait que le premier ministre et principal opposant à Ibrahim Boubacar Keïta, j'ai nommé Soumaïla Cissé, soit en détention. Bon, on avait parlé d'un enlèvement jusqu'à nos jours, crée un peu de frustration au sein de ses partisans. Et vous savez que avec la morale religieuse qui est plus ou moins manipulée dans la politique africaine,
la lutte menée par un imam peut sembler légitimée au niveau du Mali, étant donné que c'est une population en majorité musulmane. Donc, ça, il faut le relever. Voilà, il faut le relever comme vous le dites si bien. Et la religion en Afrique, la religion dans ses rapports avec la politique a ceci de particulier que on peut la manipuler ou alors on peut l'instrumentaliser pour des fins politiques. Parce que quand vous comprenez, vous écoutez l'imam en question, il se place aujourd'hui comme un messager d'Allah pour libérer le Mali. C'est un peu ce qui est fascinant dans la morale, dans le rapport entre la religion et la politique. C'est que les leaders religieux peuvent, à un niveau, instrumentaliser la religion, même ce qu'on appelle le messianisme. Oui, mais est-ce que les Maliens sont incarcérés? Est-ce que les Maliens sont incarcérés? Il faut comprendre que tout peuple aspire à la liberté. Et vous ne pouvez pas tromper un peuple éternellement. La deuxième perspective est que il faut, dans chaque régime où le peuple se soulève, se demander pourquoi les institutions, les formes de participation politique conventionnelles n'ont pas marché. Parce que quand vous étudiez les mouvements sociaux, notamment en Afrique, les formes de revendication non conventionnelles, à l'instar des marches, comme vous voyez au Mali, à l'instar des mouvements terroristes, interviennent quand il y a eu l'échec total des formes de participation conventionnelle. Les formes de participation conventionnelle, ici on peut y inscrire les élections, le suffrage universel. Mais est-ce que chez nous en Afrique, les élections dans la plupart des pays comme forme ou moyen de participation politique conventionnelle permettent de rendre compte du désir réel du peuple. Donc voilà un peu les causes à décrypter quand on veut comprendre les mouvements sociaux, notamment les revendications populaires en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'échec des formes de participation politique conventionnelle, ou alors est-ce que le peuple à un niveau n'a pas trouvé ces formes comme insuffisantes? Voilà, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Et quand vous demandez à savoir si le peuple malien est embrigadé, si le peuple malien ne se sent pas réformé, il faut quand même relever que la situation des libertés et des droits de l'homme au Mali est plus ou moins précaire comme dans la quasi-totalité des pays d'Afrique, notamment d'Afrique francophone, qui résistent surtout les pays du bloc français, ces anciennes colonies françaises. La situation des droits de l'homme est toujours problématique. Il voit même l'implémentation de la démocratie. Et comme moi je le relève toujours, la démocratie pour moi en Afrique, c'est le plus grand bien qu'on a pu donner aux dictateurs. Parce qu'avec la démocratie, on fait un semblant. La démocratie est un habillage qui permet en réalité d'implémenter l'autoritarisme. Au nom de la démocratie, on se retrouve dans la dictature. Parce que ne l'oubliez jamais, le droit n'est que la codification des rapports de force. Dans une société, le droit ne reflète que la position des dominés, de ceux qui dominent, autant pour moi. Donc, et comme disait Karl Marx, c'est la codification du rapport de force. D'autres auteurs comme Hérion ont écrit en disant « le droit naît de la force ». Si vous voulez un réel changement au niveau social, quand vous constatez que les institutions sont bloquées, les formes conventionnelles sont bloquées, Hérion disait donc « le droit sans la force est comme un flambeau qui n'éclaire pas, une lampe qui ne brille pas ». Donc vous pouvez donc comprendre, les mouvements sociaux participent de la création d'un nouveau ordre, d'un nouveau cadre juridique, je vais dire de nouvelles ordres politiques dans les sociétés modernes. Donc pour moi, étant sankariste, je suis pour les mouvements sociaux parce que c'était un élément exalté chez Thomas Sankara. Thomas Sankara qui estimait que quand il y a l'échec des institutions, quand les institutions ne permettent plus de s'exprimer, les mouvements sociaux, à l'instar de la contestation ou la revendication passive, restent et demeurent l'ultime recours du peuple. D'accord, merci. Alors, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, qui va traiter du cas burundais avec le décès de Pierre Nkurunziza, il est question de s'interroger
s'il s'agit réellement d'une mort naturelle ou alors d'un possible assassinat du leader burundais. Nous allons observer avant tout une petite transition pour cette cloche d'abonnement. Parlons à présent du Burundi, où le président Pierre Nkurunziza, qui a dirigé le Burundi pendant 15 ans, n'est plus. Il est décédé selon les autorités burundaises de suite d'un arrêt cardiaque. Cet homme pieux, victime d'un décès inopiné, présidait au destin des Burundais depuis 2100, l'un des pays les plus pauvres de la planète, élevé au rang de guide suprême du patriotisme par l'Assemblée nationale en février. Les prouesses du régime Nkurunziza, auquel succède le général Évariste Ndayishimiye, sont contestées par l'opposition portée par Agathon Rwasa, qui dénonce une mascarade électorale que nous livre alors ce reportage. Au Burundi, les drapeaux sont en berne depuis déjà une semaine. Le président Pierre Nkurunziza est décédé de suite d'un arrêt cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi, a annoncé les autorités burundaises. La mort de ce dernier intervient 2 mois avant la passation du pouvoir au nouveau président élu, le général Ndayishimiye, dont les élections se sont déroulées dans un climat de sérénité malgré la pandémie de Covid-19. Le président Nkurunziza a été aperçu pour la dernière fois à un match de volley-ball à l'issue duquel il s'est rendu à l'hôpital en raison d'un malaise avant de décéder quelques heures plus tard. Si l'on peut retenir qu'il s'agissait d'un homme pieux, il faut tout de même relever que ces dernières années au pouvoir ont été marquées par des troubles. Sa décision controversée de se présenter pour un 3e mandat en 2015 a été rejetée par l'opposition comme étant anticonstitutionnelle et a provoqué une crise politique qui a fait au moins 1200 morts. Son bilan de 15 ans laisse entrevoir, selon l'opposition, que la pauvreté s'est accrue, les violations des droits de l'homme sont la règle et la corruption s'est généralisée depuis que Nkurunziza est au pouvoir, bien qu'il a réalisé une œuvre gigantesque, notamment la construction de plus de 5000 écoles et 10 stades omnisports, dont un dans sa localité natale à Bouye, au nord du Burundi. Parlons à présent du Burundi où un grand homme s'est éteint, son Excellence Pierre Nkurunziza, un président panafricain, jeune et dynamique, un homme pieux qui a placé la foi au cœur de ses réalisations et qui a bravé des défis pour valoriser l'image de l'Afrique malgré les turpitudes occidentales. L'on se souvient d'ailleurs de la pleine célébration de la fête de Pâques au Burundi à l'initiative du pasteur Nkurunziza en pleine pandémie de coronavirus, ainsi que l'organisation des élections qui ont suivi. De plus, la succession d'événements qui ont précédé son départ, en l'occurrence l'isolement de son épouse malade, l'expulsion de l'Organisation mondiale de la santé du sol burundais et sa faible apparition publique, pour ne citer que cela. Le questionnement qui demeure est alors celui de la vérité sur son décès. Alors, Monsieur Yumbi, en tant que politologue, vous avez écouté tour à tour ces reportages. Un mot sur le président burundais. Bon, Pierre Nkurunziza, c'est comme tout homme d'État, il traînait avec lui ses bienfaits et ses casseroles. On retient plus de lui l'image d'un panafricain et qu'il tenait ferme à certaines décisions. C'est du moins ce que je retiens du président Nkurunziza. Voilà, il est parti et le vide est créé. Et selon la constitution burundaise, plus précisément l'article 81, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Quel est votre avis sur ce sujet? Voilà, il faut, dans ce cadre, la transition au Burundi est déjà presque faite, puisque le 20 mai 2020 a eu lieu les élections et le candidat qui était considéré comme le fiole du président Nkurunziza l'a remporté avec près de 67% de voix. Donc la transition, je vais dire, est déjà presque effectuée. Il reste tout simplement un aspect formaliste où le président de l'Assemblée nationale prendra fonction pour essayer de mener à terme le mandat il ne va même pas mener à terme le mandat parce que l'investiture du nouveau président a déjà été programmée. Il y a 2 perspectives dans ce cas de figure. Soit on peut anticiper l'investiture
du président, du général, voilà, qui a remporté les élections, soit on laisse le président de l'Assemblée nationale poursuivre l'intérim jusqu'à la date d'investiture prévue normalement. Ce sont les deux cas de figure qu'on peut envisager aujourd'hui dans le contexte burundais. D'accord, merci. Mais beaucoup d'événements semblent avoir succédé. Le départ de Nkurunziza, l'on se souvient que pendant la pandémie de coronavirus, il a d'ailleurs organisé la célébration de la fête de Pâques, où les églises étaient bondées de monde, où l'écart de distanciation d'1 mètre n'était pas respecté. C'est du même président que l'on retient également l'expulsion pour la première fois de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé. Alors tout prête à croire que le leader africain pourrait avoir été assassiné. Une thèse qui n'est pas écartée. Vous savez, la politique, c'est la scène et les coulisses. Et pour maîtriser les éléments des coulisses, il faut souvent être très introduit. En tant que journaliste, vous avez bel et bien le droit de poser les hypothèses d'assassinat ou de mort naturelle. Parce qu'il est quand même étonnant pour tout homme que, à l'issue des élections où on voit apparaître un nouvel homme fort, qui sera désormais le président de la République burundaise, pour les années à venir, que le président et parrain de celui qui remporte les élections s'est effacé à la suite d'un AVC. Selon la cause de décès, selon le gouvernement burundais jusqu'ici. Et comme vous l'avez souligné, avant la mort du président Nkurunziza, beaucoup d'événements se sont succédés au Burundi. Mais je n'aime pas m'inscrire dans la perspective émotionnelle. Le Burundi est considéré, comme vous l'avez dit dans votre reportage, comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Et face à la pandémie, le président Pierre Nkurunziza est resté avec une approche purement idéaliste, c'est-à-dire Dieu est maître de tout, c'est Dieu qui décide tout. Si Dieu décide que la population ou le Covid la Covid autant pour moi peut ravager toute la population burundaise, cela va arriver. Pour lui, dont il estimait que Dieu étant guide et maître suprême, il ne fallait pas fermer les églises, raison pour laquelle la fête de Pâques a été célébrée en grande pompe au Burundi. Mais ça, c'est une approche plus ou moins qui ne sied pas avec la rationalité. Parce qu'on ne peut pas expliquer que le pays même où le siège du Vatican se trouve, Rome, a décidé de fermer en premier le Vatican pour des causes sanitaires. Un adage chez les chrétiens dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera. On n'a donc pas compris ce mélange que le président burundais, Père à son âme, a voulu faire entre la politique et la religion. Bon, comme je vous ai dit, la religion est un instrument de rationalisation du jeu politique et chaque acteur politique peut la manipuler suivant les intérêts sans avoir mené une étude pour connaître la finalité de l'utilisation de la religion au Burundi. Je ne saurais vous dire quels étaient les réels motifs ou motivations du président Pierre Nkurunziza d'inscrire sa ligne politique dans le prisme religieux. Mais ce qu'on peut dégager comme première vue de lecture est que il se présentait, vous l'avez relevé dans votre reportage, comme l'homme pieux, l'homme qui veut gouverner par vertu, sauf que il n'a jamais gouverné par vertu. C'est justement la question que j'allais vous poser. Dieu l'avait-il mis au pouvoir ou alors est-ce que ses actes en tant que président reflétaient toujours la logique religieuse? Non, la logique religieuse, je vais encore le marteler pour que d'aucuns le comprennent bien. La religion est un instrument du jeu politique. Quand la religion peut servir les intérêts d'un homme politique, il se sert de la religion. Donc, et il faut comprendre qu'au Burundi, l'opinion religieuse à laquelle appartenait le président Pierre Nkurunziza était plus ou moins la plus grande obédience religieuse. C'est un peu comme dans le cadre malien. Vous voyez que voilà, on a les musulmans et c'est un imam aujourd'hui qui porte la contestation en se présentant comme celui que Allah a désigné. C'est ce qu'on appelle, je l'ai dit ici en sciences politiques, le complexe du messianisme politique.
où chaque leader mobilise la figure du Messie pour venir s'inscrire en politique comme le libérateur. Mais la politique ayant ses réalités, le président Pierre Nkurunziza a traîné beaucoup de casseroles. Déjà qu'il était rebelle, c'est à l'issue des accords de 2005 que Nkurunziza, chef des rebelles du Nord, trouve avec ces accords une passerelle pour accéder au pouvoir. Il a mené une contestation. C'était un professeur d'éducation physique et sportive à l'université. Donc vous voyez que c'est à l'issue de sa contestation, c'est lui qui s'est présenté comme contestataire hier, une fois au pouvoir, est devenu l'homme le plus pieux. Bon, ce sont tout ça est travaillé par les équipes de communication politique. Parce qu'on a vu le même Nkurunziza pour un seul coup de pied réussi lors d'un match de football, a fait tout un vacarme sur ça. Donc, c'est pour moi, son image d'homme pieux, d'homme religieux était tout simplement une forme de communication politique taillée par ses équipes de communication, en fait, pour lui donner une image qui sied bien au contexte africain où les gens sont plus émotionnels que rationnels. Ce qui semble avoir beaucoup endormi les gens dans leurs esprits, parce que d'aucuns, contrairement à vous, pensent qu'il s'agissait d'un grand leader panafricain qui avait un penchant pour Dieu, pour le Créateur, dont et par conséquent pour les humains et pour le peuple. Bon, ceux qui ont cette grille d'analyse font fausse route. Premièrement parce que on ne peut pas parler de grand leader panafricain et l'associer avec la religion occidentale. Dans la conception panafricaniste de l'Afrique, il y a un volet culturel défendu par des personnalités telles que Thomas Sankara, où on appelle au retour à la spiritualité africaine. Donc c'était un peu le paradoxe que moi j'ai principalement observé chez Pierre Nkurunziza, que c'est lui qui se définissait comme l'un des grands panafricanistes du 21e siècle, ne revendiquait pas la spiritualité africaine et était endossé à une spiritualité venue de l'extérieur. C'était un paradoxe un peu difficile à comprendre. Donc, mélanger le panafricanisme, il faut encore qu'on se demande qu'est-ce qu'on met dans panafricanisme. Est-ce que le fait pour un dirigeant de chasser l'Organisation mondiale de la santé sans une autre alternative fait de lui obligatoirement un panafricaniste? Il y a un point d'interrogation. Dans la conception du panafricanisme, même quand je feuillette un peu le bilan de Pierre Nkurunziza, je ne vois en rien une réforme forte ayant trait à l'idée des pères fondateurs du panafricanisme, c'est-à-dire l'éducation, le volet éducatif. Le volet éducatif, il ne suffit pas de construire les écoles. Le panafricanisme, c'est une doctrine, une idéologie. Qui préconise que les Africains doivent se mettre ensemble. Pan-africain. Voilà. C'est le développement de l'Afrique par les Africains, avec comme condition l'unité. Et si vous voulez développer l'Afrique par les Africains, c'est de développer votre spiritualité, votre culture, votre modèle de développement. Mais on a plutôt constaté que Nkurunziza, avec les droits de l'homme, n'avait pas un bon rapport, ça il faut le reconnaître. Nkurunziza, avec la démocratie, n'avait pas d'excellents rapports, comme la plupart des leaders africains. Mais la démocratie, pour moi, n'est pas une variable permettant de dire qui est panafricaniste et qui ne l'est pas. Non, oui, pour moi, c'est un modèle pour moi, le panafricanisme s'inscrit plus dans l'idéologie du leader. Est-ce que les écoles conçues par Pierre Nkurunziza, est-ce qu'il a modifié le système éducatif? Parce que c'était aussi ça l'un des combats de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. C'était de donner une éducation aux Africains qui parlent des problèmes de l'Afrique. Mais vous savez très bien que la modification du système éducatif n'est pas chose facile à faire. Il n'y a pas qu'au Burundi, même dans les autres pays d'Afrique, c'est un combat. Il a passé 15 ans au pouvoir. En 15 ans... Paul Biya est à 36. Bon, là, Paul Biya ne s'est jamais revendiqué d'être un panafricaniste. Il s'est revendiqué être le meilleur élève de la France. Là, vous comprenez que si on maintient notre système éducatif, l'autre jusqu'à aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'est autoproclamé
meilleur élève de la France, il n'y a pas à contester. On ne trouve pas en cela un paradoxe, mais le paradoxe vient avec le président Pierre Nkurunziza en ce que lui qui se présentait comme panafricaniste n'a en rien, en réalité, implémenté les idéaux du panafricanisme. Que ce soit sur le plan culturel, le plan, il portait des costumes à la française, à l'américaine. C'était pas oui, ça, vrai, voilà. À Sankara, à Kwame Nkrumah, sur le plan spirituel, religieux, il était un adepte des religions importées. Sur le plan même de l'unité africaine, on n'a pas vu des actions fortes au sein de l'Union africaine de la part du Burundi pendant ces 15 années. Avec les présidents comme Robert Mugabe, on voyait au moins au niveau de l'Afrique, c'est leur revendication qui partait vers l'unité de l'Afrique ou alors vers la mise en place d'un cadre de concertation africain plus large et plus renfermé qui va permettre à la fin, autant pour moi, d'aller vers une Afrique unie. Donc pour moi, le président Pierre Nkurunziza utilisait le panafricanisme comme un label pour fabriquer sa personnalité politique. Et dommage, avec l'avènement de certaines chaînes en Afrique, on a un peu galvaudé le panafricanisme. On s'y met, on y met tout. Certains chefs d'État veulent justifier leur longévité inutile au pouvoir par le fait qu'ils ont quelques, je vais dire, l'Occident veut les enlever et ça leur donne une étiquette de panafricanisme. Il faut faire très attention avec ces expressions car elles peuvent être manipulées, instrumentalisées aux fins politiques. D'accord. Merci, Monsieur Youmbi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, nous clôturons cette émission en vous souhaitant bonne suite de programmes sur Africa TV et rendez-vous pour une prochaine édition de Panafricanisme 101.